Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de l'article scientifique que j'ai effectué en vue de l'obtention du diplôme DO à l'International Academy of Osteopathy. Cet article traite de l'influence d'un traitement ostéopathique côlon-intestin lors d'une période de stress pour des bacheliers en période d'examen. Nous allons commencer par évoquer la notion de stress. Le stress est une réaction d'adaptation de l'organisme pour maintenir l'équilibre et l'état intérieur, que l'on nomme encore homéostasie. Mais il est cependant nécessaire de bien différencier l'agent stressant, la cause, le stimulus, du stress, réaction de l'organisme, et de ses conséquences, maladie, anxiété, irritation. Cette notion de stress a été développée dès les années 50 par Selye et ses collaborateurs. Il est à noter qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais stress. Et à l'origine de cette confusion, Selye et ses collaborateurs, en 1974, dans son ouvrage Stress en détresse, a différencié un stress négatif, porteur de tension, ou distress, d'un stress positif, ou eustress, vecteur de bien-être. Mais aujourd'hui, la distinction est faite entre un stress aigu qui mobilise nos ressources et un stress chronique qui les épuise. Le stress est présent un peu partout dans notre société, au travail, à l'école, dans les foyers. Selye et Fortier en 1949 définissent les mécanismes de réaction aux agents stressants selon 3 phases distinctes. Le premier temps est la phase d'alarme. Cette phase est très rapide, quelques millisecondes à quelques secondes, et correspond à la première réaction de défense de l'organisme. La rapidité de cette phase est due au fait que l'information est transmise par le système nerveux. La noradrénaline et l'adrénaline sont les produits de cette première phase. Nous sommes sur l'axe catécholaminergique. Le deuxième temps correspond à la phase de résistance. Lorsque l'agent stressant reste présent dans le temps, l'ensemble de l'organisme va devoir mobiliser l'ensemble de ses ressources. Lors de cette phase, des réactions en chaîne finissent par entraîner la production de glucocorticoïdes, et principalement le cortisol et la corticostérone. Nous sommes sur l'axe corticotrope. Le troisième temps correspond à la phase d'épuisement. À ce stade, l'organisme ne peut plus se défendre. Il n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à l'agent stressant. C'est alors que des pathologies psychiques telles que la dépression, le burn-out font leur apparition, mais également des troubles ou pathologies somatiques. Nous allons donc nous intéresser plus précisément à l'impact du stress sur la flore intestinale. Almy et ses collaborateurs en 1950 ont été des premiers à faire des expériences sur la fonction du côlon sous un état de stress. Dans ces années-là, de nombreux médecins avaient constaté des liens entre le stress et le dysfonctionnement du transit intestinal, sans réellement pouvoir en justifier les raisons. De nos jours, nous savons que le stress a un impact sur la sensibilité viscérale. Ainsi, Bradette et ses collaborateurs en 1994 ont démontré que les patients souffrant de douleurs viscérales fonctionnelles ont un seuil de douleur plus bas que la normale. Iovino et ses collaborateurs en 1995 ont montré que la distension mécanique du tube digestif chez des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable était douloureuse, alors que pour des sujets sains, cette distension mécanique n'engendrait aucune douleur. Ils ont également montré que c'est l'activité sympathique qui est responsable de cette sensibilité. Le stress a également un impact sur l'état inflammatoire de l'intestin. Ainsi, Helen Koff et ses collaborateurs en 1999, mais également Ashwell et ses collaborateurs en 2000, ont montré que les glucocorticoïdes inhibent l'activation, la prolifération et la cytotoxicité des lymphocytes T et la production d'anticorps par les lymphocytes B. La production des glucocorticoïdes inhibe également l'expression des protéines d'adhésion cellulaire, la migration des lymphocytes, l'activation des macrophages, les processus de présentation des antigènes. Le stress a également un impact sur la perméabilité intestinale, en la rendant plus vulnérable aux stimuli inflammatoires. Ainsi, Collins et Hall en 2000 ont montré que le stress augmentait cette perméabilité intestinale. Mais également Spiller et Campbell en 2003 semblent confirmer une augmentation de la perméabilité intestinale qui a été associée à la présence d'une infiltration lymphocytaire dans la muqueuse intestinale. Le stress a donc un effet indésirable sur l'organisme, notamment sur le bon fonctionnement intestinal. Il semble donc intéressant de voir si l'impact d'un traitement ostéopathique sur la normalisation neurovégétative du transit intestinal peut rétablir un certain équilibre sur ce transit, en particulier au niveau côlon-intestin, lors de périodes de stress importantes. Pour cette étude, la population retenue a été des bacheliers passant leur baccalauréat au mois de juin 2016 et âgés de 18 ans et plus. 18 bacheliers, filles et hommes confondus, ont réalisé cette étude et devaient être affectés par le stress de passer leur examen. Cette étude a été réalisée un mois avant le passage du baccalauréat et s'est étalée sur 15 jours.
En plus des conditions d'âge requises, la population devait présenter des troubles du transit intestinal liés au stress contextuel, en l'occurrence les examens, que cela soit constipation ou diarrhée. Et un formulaire de consentement a été rempli par la population. Bien entendu, les personnes présentant un des symptômes suivants ont été exclues de l'étude: pathologie viscérale d'ordre structurel, antécédents chirurgico-abdominaux récents, traumatisme direct et récent sur la colonne vertébrale, traitement médical contre le stress, traitement contre les troubles intestinaux et douleurs vives. Les sujets ont tous répondu à un questionnaire d'auto-évaluation d'anxiété afin de pouvoir évaluer le niveau de stress de chacun des sujets. Il leur a également été notifié une échelle visuelle, l'échelle de Bristol, qui permet de déterminer l'importance de la constipation ou de la diarrhée du patient. Une semaine avant la consultation ostéopathique, l'échelle de Bristol a été donnée à chacun des sujets afin qu'ils puissent notifier leur type de sel. Il a également été demandé à chacun des sujets de noter pendant cette semaine le nombre de sels par jour. Par ailleurs, le questionnaire d'anxiété et d'attrait de Spielberg et ses collaborateurs a été rempli afin d'évaluer le niveau de stress de chacun des sujets et ainsi valider leur intégration dans cette étude. Les sujets ont été classés en deux groupes. Un premier groupe qui a été traité de façon structurelle lorsque nous avons retrouvé des lésions ostéopathiques au niveau métamérique de D9. Au niveau de D10, c'est entre D10 et D12, entre L1 et L2, et au niveau de l'occiput, atlas et l'axis. Ce groupe sera noté groupe traité. Le second groupe a été traité à d'autres niveaux sans mise en tension. Des techniques ont été réalisées sur des zones n'ayant aucune dysfonction ostéopathique après avoir été testées. Ce groupe a été noté groupe témoin. Le groupe traité est composé de 12 sujets, tandis que le groupe témoin était composé de 6 sujets. Les niveaux des lésions ostéopathiques ont été choisis pour diverses raisons bien précises. Donc le niveau A, occiput, atlas, axis. Effectivement, à ce niveau-là, on a l'intestin et le côlon droit qui sont innervés parasympathiquement par le nerf vague. Au niveau D9, ce niveau correspond au niveau métamérique de l'innervation neurovégétative des glandes surrénales. Et le niveau D10, D12, L1, L2, S2, S4 sont des niveaux qui complètent l'innervation orthosympathique et parasympathique du côlon dans son ensemble, gauche et droit, et de l'intestin grêle. L'intégrité fonctionnelle de la colonne vertébrale a été vérifiée dans son ensemble, à travers l'anamnèse, les tests de sécurité. Et ainsi, les manipulations des zones à traiter ont pu être effectuées en toute sécurité. Le traitement effectué sur les sujets a été propre à chaque individu selon les dysfonctions ostéopathiques rencontrées sur les différentes zones citées précédemment. Ce traitement a eu pour objectif de traiter les conséquences du stress en normalisant le système neurovégétatif du côlon-intestin et de rétablir les lésions structurelles. Le traitement a été évalué en comptabilisant le nombre de sels par jour dans la semaine qui a suivi le traitement ostéopathique, soit sur 7 jours. Et la consistance de ces sels a également été contrôlée suite au traitement à travers l'échelle de Bristol, 7 jours après le traitement. Nous pouvons voir à travers cette figure que le groupe traité était composé de 7 hommes et 5 femmes, et le groupe témoin de 3 hommes et 3 femmes. Nous pouvons voir à travers cette figure que le niveau d'anxiété des sujets s'avérait être moyen à élevé pour le groupe témoin et groupe traité. À travers cette figure, nous pouvons constater que le nombre de sels moyen par jour, avant traitement et après traitement, a diminué, que ce soit pour le groupe traité ou le groupe témoin. La qualité des sels a été évaluée selon l'échelle de Bristol avant le traitement ostéopathique et après le traitement. Cette échelle montre qu'il existe 7 types de sels, s'échelonnant de constipés type 1 et 2 à diarrhéiques type 5, 6 et 7. Les sels de type 3 et 4 sont considérés comme des sels normales. Maintenant, si nous nous attardons sur le type de sel des sujets sur l'échelle de Bristol pour le groupe des traités, on peut se rendre compte qu'il y a 7 sujets sur 12 qui sont de nature constipée et les 5 autres de nature diarrhéique. Cette figure montre également que sur les 7 sujets à tendance constipée avant traitement, 4 ont retrouvé des sels de type normal, type 3. Un sujet a eu une amélioration et 2 sujets sont restés inchangés après le traitement. Concernant les 5 sujets à tendance diarrhéique avant traitement, 3 ont retrouvé des sels normales, de type 4. Un sujet a eu une amélioration et un sujet est resté inchangé après le traitement. Désormais, si nous nous attardons sur la figure suivante avec le type de sel des sujets sur l'échelle de Bristol pour le groupe témoin, on se rend compte qu'avant le traitement ostéopathique, 3 sujets sur 6 du groupe témoin étaient de nature constipée et les 3 autres de nature diarrhéique.
Cette figure permet de rendre également compte qu'un sujet a retrouvé des selles normales type 3 après traitement et les 2 autres sujets sont restés inchangés après le traitement. Concernant les 3 sujets à tendance diarrhéique avant traitement, un sujet a retrouvé des selles normales type 4 et 2 sujets sont restés inchangés après le traitement. Une analyse statistique a été effectuée pour l'ensemble des données. Pour la quantité des selles, nous avons effectué un test non paramétrique bilatéral pour échantillons indépendants, le U de Matt Whitney, afin de comparer le score des sujets traités au score des sujets témoins. Le test montre que la différence entre le score des sujets traités, M égale -0,06 et S égale 0,07, et celui des sujets témoins, M égale -0,07 et S égale 0,08, est non significatif, U égale 37,5 et P égale 0,915. Concernant la qualité des selles, et étant donné que sur l'échelle de Bristol, les selles dites normales correspondent au type 3 et 4, nous avons arbitrairement convenu que la qualité idéale des selles, ou point de référence, était 3,5. Nous avons alors calculé la différence, en valeur absolue, entre le type de sel des sujets et ce point de référence, avant traitement et après traitement. Puis nous avons effectué la différence entre le résultat trouvé avant le traitement et le résultat trouvé après le traitement. Cette différence sera notée le score des sujets, ce qui nous permet ainsi de voir si le traitement ostéopathique permet de faire converger le type de sel vers ce point de référence ou non. Cette figure permet de montrer que l'évolution du score des sujets vers le point de référence, suite au traitement ostéopathique, est plus élevée chez les groupes traités que chez les groupes témoins. Nous avons cependant effectué un test non paramétrique unilatéral pour échantillons indépendants, le U de Matt Whitney, afin de comparer le score des sujets traités au score des sujets témoins. Le test montre que le score des sujets traités, N égale 1,17, S égale 0,83, est marginalement plus élevé que celui des sujets témoins, N égale 0,5, S égale 0,84, U égale 51,5 et P égale 0,068. Le faible nombre de sujets qui ont participé à cette étude, c'est-à-dire 18 sujets, semble limiter la validité scientifique de cette étude. Il semblerait intéressant d'effectuer une étude similaire sur un échantillon de population beaucoup plus élevé, afin de rendre des différences peut-être plus significatives dans l'analyse des données. Il a également été difficile de gérer tous les autres paramètres qui influent sur le transit intestinal, que ce soit l'alimentation, la boisson, le sommeil ou simplement le sérieux dans la prise de note de la quantité des selles. Ce sont des paramètres que nous n'avons pas pu étudier au cours de cette étude. La quantité de sel émise par jour semble rester dans la norme avant et après traitement ostéopathique. En effet, une fréquence de sel anormale est définie par plus de 3 sels par jour ou moins de 3 sels par semaine. Ce critère semble cependant être difficile à discuter puisqu'il est propre à chacun, peut évoluer en fonction de l'alimentation, de l'âge, du bon fonctionnement des divers organes. Concernant la qualité des sels, pour pouvoir participer à l'étude, les bacheliers devaient positionner leur type de sel sur l'échelle de Bristol avant et après traitement. Et dans cette étude, ce sont les sujets qui ont contrôlé leur type de sel. Il existe donc un facteur subjectif d'appréciation du type de sel qui peut éventuellement modifier les résultats de l'étude. Attali et ses collaborateurs en 2003 ont montré que l'ostéopathie viscérale a permis des améliorations significatives sur les personnes qui avaient des diarrhées déclarées, sur les distensions et les douleurs abdominales, mais pas de changement significatif sur la constipation. Et au vu de cette étude, il aurait donc été intéressant de différencier nos 2 groupes, le groupe traité et témoin, en 2 sous-groupes, dits constipés et diarrhéiques, afin de voir si le traitement structurel permettait d'obtenir des effets différents sur ces sous-groupes. Il semblerait également intéressant de prolonger notre étude en proposant des traitements structurels et viscéraux à la fois, afin de potentialiser les effets des 2 techniques. Puis pour être complet, il semblerait judicieux de proposer des techniques crânio-sacrées, afin d'agir là où le stress démarre dans notre organisme, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Notre étude semble montrer que l'ostéopathie structurelle semble avoir des effets favorables sur le transit intestinal chez des sujets en période de stress. D'un point de vue holistique, il semblerait intéressant d'effectuer une étude qui couplerait l'ostéopathie viscérale, structurelle et ostéocrânienne afin de potentialiser les effets des diverses techniques sur le transit intestinal chez des sujets en période de stress.